Compliance. Parfait. Donc, nous allons commencer cette session sur un sujet important, identifier, analyser les bénéficiaires effectifs dans vos tiers, un sujet qu'on a souhaité inscrire assez tôt dans l'année, puisque les clients que nous rencontrons, quasiment 100%, hein, ont beaucoup de questions sur ce sujet-là. Et puis après, comment exploiter ces données, comment les filtrer. Donc un sujet intéressant que nous allons aborder. J'ai réalisé ce contenu avec l'aide de nos consultants. Donc avec un agenda assez classique sur ce sujet, d'abord, on va repréciser qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif dans l'angle franco-français, hein, puisqu'on va voir que l'angle international est un petit peu différent. On se posera une question assez simple, mais pourquoi, en fin de compte, nos administrations nous demandent de traiter cette liste-là très rapidement? Et puis, on verra vraiment les difficultés qu'il y a à identifier ces bénéficiaires effectifs, des tiers, des difficultés que vous rencontrez, peut-être des sujets que vous n'avez pas forcément encore découverts. Je rappelle que si on parle que de Sapin 2, le taux d'entreprises assujetties à Sapin 2 qui ont mis les 8 piliers aussi à peu près à 25-30%. Et un des points bloquants, une des difficultés, c'est vraiment l'évaluation des tiers et donc de fait, eh bien, l'identification des bénéficiaires effectifs. On regardera également un sujet intéressant, c'est la différence entre bénéficiaires effectifs et puis dirigeants. Il y a souvent l'amalgame, etc. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on n'a pas l'un ou l'autre, hein? Et puis, on parlera bien sûr de tout la KYC, c'est-à-dire bénéficiaire effectif et puis la conformité, comment on va procéder et processer tout cela. Et puis, si on a encore un peu de temps, on regardera comment Altares, Dun & Bradstreet se positionne sur ce sujet, notamment en termes de collecte, d'identification. Hein. Parfait, je vois que pas mal de gens arrivent encore en ce moment. Alors, d'abord, on va... Oui, vous aurez les présentations. Hein. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif? Alors, je me suis adossé à ce que disent nos amis d'Infogreffe. J'ai mis le lien d'une vidéo qui est assez pédagogique sur les BE ou UBO en anglais. Peut-être que vous m'excuserez d'utiliser le terme anglais. Donc, vous voyez à l'écran, ce sont des personnes physiques qui possèdent le contrôle directement ou indirectement une entité juridique. Hein. Alors, possède ou contrôle, déjà, il y a une différence entre les deux. Et donc, un BE n'est pas forcément le propriétaire cabicien, si j'ose dire, hein, de l'entreprise. Hein. Une personne qui détient au moins 25% des parts, attention, là j'ai pris l'angle Sapin 2, faites attention à ça aussi parce que on voit beaucoup de clients qui définissent le taux de détention 20, 25%, 30%. Bon, sur Sapin 2, c'est 25. Si ça change, en tout cas, il faut que vous puissiez changer ça rapidement, enfin, aisément en tout cas. Hein. Des personnes qui exercent un autre moyen de contrôle, qui ont un pouvoir sur les organes de gestion. Donc là, on est sur l'angle aussi influenceur. Voilà, donc il y a aussi cet angle-là. Donc, comment on fait pour identifier ces trois critères, hein? Soit propriétaire ou qui contre entreprise, ou qui a 25%, ou qui a un pouvoir de contrôle. Donc déjà, là, on est un peu plus dans de la subjectivité, hein, mais en tout cas, on arrive à identifier cela. Et puis, regardez le quatrième point. Lorsqu'il n'y a pas de BE identifié, déclaré, là je reviens sur Infogreffe, eh bien, c'est le dirigeant qui, par défaut, va faire office de BE. Ça, c'est important, puisque nos clients, hein, nos prospects vous êtes assez focusés, assez concentrés sur la liste des bénéficiaires effectifs. Vous avez raison, on va longuement en parler là pendant les 40 minutes. N'omettez pas la liste des dirigeants. Alors, suivant vos tiers, hein, que vous faites dans l'industrie, les distributions, les services, le secteur banque assurantiel, le
le propriétaire d'entreprise, le gérant, lorsqu'il n'y a pas de BE, vous pouvez néanmoins commencer et compléter votre KYC. Et ça, il faut le savoir, il faut bien l'identifier dans vos outils. Alors, juste, je n'ai pas précisé, les questions, vous pouvez les noter, je les vois arriver, et puis je vais tenter d'y répondre à l'issue du webinaire. Si les questions un peu plus techniques, on a nos consultants qui pourront vous répondre a posteriori. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'un milliard effectif donc, pour la partie France, parce que ce webinaire est essentiellement sur la partie France, eh bien, voilà quelques indicateurs. Il y a pas mal de littérature dessus que vous retrouvez sur Altares, sur le site d'Altares. Alors pourquoi on nous montre tout ça? Vous le savez, vous connaissez ces chiffres. Le rapport de l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, le blanchiment d'argent, à peu près estime à 2000 milliards de dollars de blanchiment, de corruption dans le monde. C'est 3,6% du PIB. C'est pas marqué sur le slide, mais malheureusement, c'est en constante croissance. Et autre information qui n'est pas très, très encourageante, mais les 3/4 auraient été blanchis. Donc, un seul quart aurait été, arrêté. Sur la partie des pays de l'OCDE, vous le voyez, sur les 21 membres de l'OCDE, une économie souterraine de 14% du PIB. La France, on n'a pas non plus, n'est pas très, très honorable, 11,7%, 220 milliards à peu près de dollars ce coup-ci. Et puis Tracfin qui aussi dans ses études, dans ses rapports, d'année en année, voit une augmentation de 20% qui est en croissance. Et là aussi, une part est envoyée aux autorités judiciaires. Donc, il faut savoir que maintenant, il y a un lien entre Tracfin et puis les autorités administratives locales. Bon, vous avez compris, on est dans l'angle anticorruption et de fait, eh bien, savoir à qui on a affaire lorsqu'on fait des affaires, j'aime beaucoup cette phrase, eh bien, prend tout son sens, puisque notre métier, le métier d'Altares sur l'angle compliance, c'est bien sûr d'accélérer ce process-là, mais bon, d'essayer de contribuer à notre juste mesure et bien à répondre et à pallier tous ces chiffres. Alors, une difficulté d'identification des BE, on va rentrer dans le vif du sujet, avec tout d'abord cette fameuse chaîne capitalistique. Là aussi, on a certains de vos tiers qui sont, on regarde les arbres capitalistiques qui sont très, très complets. De plus en plus, évidemment, internationaux, avec parfois des pays qui ne jouent pas le jeu, qui sont opaques. Et on va aborder ce sujet-là précisément après, mais aussi une insuffisance de sources légales dans certains pays. Donc, il faut passer par d'autres sources pour obtenir les bénéficiaires effectifs et les dirigeants. Ce ne sont pas des sources illégales, mais ce sont plutôt des sources déclaratives ou d'enquêtes qui sont menées dans certains pays. Les montages complexes font que la chaîne capitalistique, eh bien, on arrive à identifier un BE, mais qu'en fin de compte, il y a un ultime bénéficiaire effectif qui est sur un autre territoire. Des univers aussi en mouvement perpétuel. J'avais un slide, je vous partagerai peut-être, avec tout ce qui se passe en une minute dans le monde sur les entreprises, celles qui ferment, celles qui ouvrent, les changements de BE, c'est intéressant. Et puis, aussi cette chaîne capitalistique qui fait que les documents que propose un tiers, eh bien, voilà, est-ce qu'en fin de compte, on va tenir compte uniquement de ce document-là ou est-ce qu'on va essayer d'aller plus loin? Donc, c'est ce métier d'enquête, franchement, les clients d'Altares, à part les grandes structures qui ont des belles équipes au niveau compliance, mais dans d'autres secteurs, c'est pas forcément le cas. Donc, franchement, moi, je comprends qu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté, une inquiétude sur ces bénéficiaires effectifs. Les personnes physiques étrangères, alors, bon, quand on est en Europe, ça peut encore aller. Lorsqu'on est sur des territoires asiatiques qui ne sont pas forcément notre facilité de lecture en Europe, là vous avez un exemple à l'écran par exemple, c'est pas évident de savoir si on a affaire à un BE, si c'est un dirigeant, si il a un taux intéressant. Voilà. Aussi important tout ce qui est lieu et date de naissance. Alors, faut savoir, c'est important puisque
La date de naissance, évidemment, vous avez 365 choix ou 366 choix. Certes, c'est intéressant, date et lieu de naissance, mais en fin de compte, est-ce que cette information, vous pouvez la comparer? Vous pouvez avoir deux dates de naissance devant votre écran et avérer ou pas que vous avez affaire à la bonne personne. Ça, c'est aussi des choses qu'on voit un point important. Et puis, la fiabilité des sources. Alors là, c'est la pierre angulaire. Il faut sourcer les sources, c'est ce qu'on fait chez Altares. On a un document assez sympa qui explique toutes nos sources sur la partie notamment compliance. Alors, on reviendra après sur nos sources, mais voilà, est-ce que les sources dont vous proposez les BE est fiable? Est-ce que la notion de bénéfice affectif elle est bien maîtrisée? On a vu tout à l'heure que sur la partie française, il y avait des règles assez définies. Le RNBE maintenant est présent depuis quelques années, on va dire, auprès d'Infogreffe, donc en transmission des BE et puis en collecte et en transmission des listes. Mais bon, cette fiabilité des sources, nous aussi, on nous demande beaucoup ces éléments-là. L'existence de pièces officielles non garanties, ça c'est un point important, puisque vous pouvez avoir certains de vos tiers qui vous transmettent les listes de bénéficiaires effectifs et qui, en fin de compte, essaient de contourner le sujet. Et puis, en fin de compte, langue aussi, tout ce qui est fiabilité des sources sur la partie les langues locales et puis comment les récupérer. Alors, on voit aussi certains d'entre vous, certains des clients Altares, qui, en fin de compte, demandent simplement la liste des bénéficiaires effectifs à leur tiers. Ce n'est pas une mauvaise solution. Il faut aller chercher l'information dans tous les recoins. Fournisseurs, clients, il n'y a pas de souci. Ils peuvent vous transmettre cette liste-là. Le seul point bloquant, c'est que si vous avez affaire à quelqu'un qui est pas honorable, qui a quelque chose à cacher, eh bien, ne vous inquiétez pas, le bénéficiaire effectif, il ne vous le transmettra pas. Donc, il vous mentira en fin de compte, ou il ne donnera pas une liste complète, afin de masquer donc une personne qui n'est pas honorable. Et vous avez compris, la liste des BE, des personnes, des dirigeants, elle va augurer votre score de conformité. On va le voir rapidement à la fin, mais c'est vraiment cette première base, c'est l'identification de vos BE, des personnes influentes, des dirigeants, pour que votre score, votre screening et votre score soient au plus près possible de la réalité. On a aussi de plus en plus bien sûr des clients qui sont sur des angles internationaux, donc Union européenne versus le reste du monde. Bien sûr, l'existence des registres nationaux qui aujourd'hui sont plutôt pas trop mal sur la France, enfin sur les pays de l'ouest de l'Europe. On a aussi certains d'entre vous qui ont des tiers dont les pays ne sont pas au niveau informatisés. Là, je parle aussi des BE. Donc, c'est du document papier. Donc là aussi, on revient un petit peu à les sources officielles, les sources avérées mais pas officielles, et surtout comment les collecter. Et puis, je vais juste finir sur cette partie difficulté d'identifier les tiers sur les trusts, les sociétés anonymes, les fiducies là, qui ont des montages assez complexes, et puis les gestions des homonymes. On parle des faux positifs, etc. Là aussi, on voit quelques arbres capitalistiques qui sont assez intéressants, qui nécessitent néanmoins quelques filtres, puisque parfois les fiducies ou les trusts sont tellement complexes que aller identifier les BE dans cette liste-là, c'est pas forcément la tâche la plus simple. Alors, c'est faisable, mais en combien de temps? Donc, ça dépend de combien de temps vous acceptez le process de KYC. En 2 ans, nous, on l'a vu réduire de 5, c'est-à-dire des clients qui acceptaient 5 jours pour procéder à une KYC. Il n'y a encore pas très longtemps, c'était 1 jour. Et dans certains secteurs d'activité, c'est quasiment dans l'heure.
pour avoir un score de compliance. Donc voilà, donc en fin de compte, l'exigence de certains fait que, eh bien, on doit accélérer tout ce process-là, et notamment la partie identification des bénéficiaires effectifs. Je vois deux questions, je vais les prendre parce qu'elles concernent un petit peu ce que l'on a, mais voilà. Alors évidemment, vous avez compris hein, que je ne vais pas dire dans la plupart des cas, mais il y a quand même certains cas de vos tiers où volontairement une personne va se cacher derrière une organisation complexe, va se cacher derrière un pays ou une région où les BE ne sont pas forcément bien identifiés. Tout ça pour éloigner des soupçons sur les fonds et plus gravement également tout ce qui est à des fins terroristes ou blanchiment ou de corruption. Je rappelle une chose, hein, c'est que il y a certaines lois aux États-Unis qui, contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sont inscrites dans le cadre de la sécurité nationale. Donc voilà l'importance qui est proposée. Alors, j'ai une question, on va profiter à tout le monde. Alors, quand un client est situé à l'étranger dans un pays, la quatrième directive n'est pas transposée de la même manière. Et ça, c'est clair. Par exemple, assurance dommage indemnité. Bon, je vois votre question. Par contre, c'est par rapport à la quatrième directive. Attention, la cinquième arrive bientôt. Donc, on est plutôt sur le cadre européen. Et votre autre question, Nina, on va regarder ça juste après. Hein, devons identifier les bénéficiaires effectifs de chaque échelon. Alors, regardez, c'est le slide qui est juste après. Voilà. Oui, je pourrais répondre à votre question, c'est ça. Hein. Voilà un exemple assez sympa. Et encore celui-là, il est relativement simple par rapport à ce qu'on voit chez nos clients. Une entité A, et vous voyez que les BE hein, sont Monsieur X et Madame Z. Alors que, au demeurant, on aurait pu croire que Madame Y pouvait l'être. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous devez pouvoir identifier. Hein. Et vous voyez que Madame Z, qui a 20% du capital de l'entité A, en fin de compte, est BE, alors elle est en dessous des 25%. Pourquoi? Parce qu'elle a des parts majoritaires, 40%, dans les deux holdings qui ont l'entité A en subsidiaire, hein, en filiale, voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, ça c'est intéressant à savoir parce que on voit pas mal de clients qui restent sur des données de premier niveau, mais non, Nina, je réponds à votre question. Hein. Il faut aller jusqu'à l'UBO, hein, l'Ultimate Beneficiary Owner, hein, dans cette enquête-là. Et souvent, hein, quelqu'un qui n'est pas honnête hein, va être volontairement très haut dans l'arbre capitalistique pour pouvoir, en fin de compte, passer en dessous des radars sur ce genre de démarche. Hein. Alors, avant de continuer, hein, il y a bien deux choses. Hein. C'est bien s'assurer que les sources avec lesquelles vous allez identifier vos BE soient, je vais dire, correctes. Soit, en tout cas, vous puissiez les avoir, les sources, ça c'est important. Que vous ayez plusieurs sources de bénéfices affectifs, demandez-les à vos tiers. On voit pas mal de solutions aujourd'hui qui, via un petit formulaire, on demande les BE aux tiers. Moi, j'en vois pas mal. Souvent, le tiers n'en met qu'un seul parce que ça lui prend trop de temps, etc. Est-ce qu'il vous copie-colle le document qu'il a envoyé à Infogreffe? Bon, voilà, ça dépend après de leur sérieux. Néanmoins, on le recommande aussi, hein, adossez-vous à des bases, c'est un peu notre métier chez Altares, hein, des bases de bénéfices affectifs. On va voir comment on fait ça pour peut-être comparer les choses. Hein. Il arrive aussi que une source comme Altares vous transmette une liste de bénéficiaires affectifs et que vous savez que chez votre tiers, il y a un BE qui n'est pas dans la liste d'Altares. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, un, il ne l'a pas déclaré. Deux, c'est assez récent. Trois, il n'a pas jugé intéressant de remonter cette information à Infogreffe malgré les pénalités. Bon, là aussi, il faut que vous puissiez avoir un outil assez sympa qui vous permette peut-être de rajouter ce BE et puis après de l'emmener dans un process de screening. Hein. Ça, c'est voilà. Donc, les différentes sources, bien les vérifier.
Les pourcentages, tout ça aussi. Et puis, voilà, je vous répondais, Nina, mais à tous, hein, il faut remonter dans l'ensemble de l'arbre capitalistique. Alors parfois, ça peut faire peur parce que franchement, il y a des arbres qui sont très très complets. On a des masses de BE. Là, récemment, j'étais chez un client, 186 bénéficiaires effectifs dans l'arbre complet, quasiment autant de dirigeants. Après, il va falloir screener tout ça. Bon, alors ça peut se faire maintenant en un clic. Mais la difficulté, vous le savez, hein, c'est la gestion des homonymes, hein, la gestion des faux positifs, où là, il va falloir aller regarder si les informations qui remontent du screening eh bien, concernent bien les personnes qui sont réellement bénéficiaires effectifs dans vos tiers. Donc, cette étape d'identifier les bénéficiaires effectifs, elle est importante. Il faut qu'elle se fasse de manière industrielle, puisque ensuite, vous avez le screening, hein, la partie sanction, personnes exposées politiquement, adverse, presse négative, et puis ensuite la gestion des faux positifs. Hein. Et tout à l'heure, quand je vous disais que la gestion de la KYC doit se faire en quelques minutes, vous vous rendez compte que toutes ces étapes-là doivent être assez rapides et la première marche que vous devez faire et sur laquelle vous êtes assuré, c'est bien la partie des bénéficiaires effectifs. Je vous ai mis ici quelques pourcentages de détention sur des lois mondiales de conformité. On fera un webinaire, quand est-ce que c'est, sur l'ensemble des lois internationales au niveau de la conformité et leur lien entre elles. Hein. Je ne veux pas franchement m'avancer sur ce sujet-là, mais on voit qu'il y a certaines lois américaines qui peuvent être au-dessus de Sapin 2, par exemple, et dont le pourcentage de détention des BE, eh ben, il n'est pas 25, il est de 10, par exemple. Donc là, c'est assez intéressant de voir comment on peut matcher ça assez rapidement. Comment le taux, hein, le pourcentage de détention, vous pouvez peut-être le bouger facilement. Hein. Attention, hein, plus on baisse le taux de détention, plus vous pouvez avoir de BE, et donc un screening qui doit se faire sur plus de personnes physiques et des faux positifs qui doivent être encore donc optimisés. Bon, ça, on vous le répète à chaque fois, mais c'est un point important. Hein. Donc, oui, quelques éléments sur ça. Alors, voilà, par exemple, ce qu'on peut retrouver d'intéressant. Vous avez donc la partie enrichissement. Je rappelle que la partie enrichissement, c'est la collecte des bénéficiaires effectifs. Là, dans l'exemple que j'ai, on en a 6, on a 11 dirigeants. Voilà, donc il va falloir screener tout ça. Vous avez un relatif simple arbre capitalistique, mais première étape, c'est de collecter ces BE. Il y a plusieurs sources, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est vrai que un des points importants, c'est de se baser sur des sources locales. Il y a à peu près 200 pays dans le monde. Je pense qu'il y a 200 méthodes de déclaratifs des BE, d'analyse des BE et de mise à disposition des BE. Et il y a certains pays, c'est encore sous format papier. Donc ça veut dire que si vous avez des tiers qui sont au niveau France, franchement, vous n'avez pas trop de soucis à faire. Les API avec Infogreffe, tout ça, ce qu'on a monté en place chez Altares, ça fonctionne très bien. De plus en plus, bien sûr, vous avez des tiers au niveau international, pardon. Et là, il faut que le process de collecte des BE au niveau local, il vous soit très clairement expliqué. Et ce qu'on a fait comme choix chez Altares, et ce qu'a fait le choix de Dan Bradstreet, hein, c'est qu'on s'appuie sur des acteurs locaux qui vont aller à la source même des bénéficiaires effectifs. Soit les sources officielles numériques, c'est l'idéal, d'accord. Il n'y a pas que la France qui a ça, hein, heureusement. Soit les sources officielles papier, soit les sources, c'est pas non officielles, mais les sources qui sont dans les entreprises. Hein. Donc, on va aller analyser les documents d'entreprise, si tant est qu'ils sont accessibles, pour identifier les bénéficiaires effectifs. Hein. Et autre point important, c'est que vous devez aussi vous assurer que votre prestataire de KYC, de screening,
propose une valeur probante des informations collectées. Il ne suffit pas d'aller identifier les BE chez tel ou tel tiers. Il faut également comparer s'il y a des informations qui sont différentes entre une donnée officielle numérique, faisons simple, et une donnée interne à l'entreprise issue d'un rapport d'activité. Eh bien, il faut bien comparer les deux. Hein. Et c'est cette qualité et la connaissance des processus de collecte locaux dans un environnement mondial qui confère vraiment une justesse. En tout cas, une information la plus juste sur les BE avec ce genre d'écran. Vous voyez à l'écran, où on a vraiment bien séparé les deux, les BE d'un côté, les dirigeants de l'autre. Maintenant, le volume de BE, le volume du dirigeant, eh bien, il va fortement impacter votre timing de KYC parce que plus il y en a, et plus il va falloir screener, et plus il va falloir gérer les faux positifs. Il y a une autre phrase que j'aime à dire chez Altares, collecter c'est bien, mais sélectionner c'est mieux, parce qu'on voit des clients qui amassent de l'information, et après il faut la traiter, il faut la gérer, il faut prendre une décision en fonction du score de compliance, mais avant d'arriver encore à un score définitif de conformité, il y a plein d'étapes à faire. Je rappelle une chose sur il n'y a pas de question, non. Je rappelle une chose sur ce slide-là, c'est que une fois que vous avez vos BE et puis vos dirigeants, eh bien, vous devez aller les screener sur les listes de sanctions, les personnes exposées politiquement, la presse négative, j'en parlais, les risques pays. Je rappelle une chose que beaucoup de nos clients nous posent. Vous avez un tiers, une personne morale qui est dans un pays à risque. Donc, nous, chez Altares, on s'adosse sur Transparency International. Donc, un pays qui est dans un tiers qui est dans un pays à risque. Sachez que les personnes physiques qui sont également rattachées à ce pays se sont scorées à risque. Hein. Donc, le risque pays, il concerne aussi les BE et les dirigeants. Hein. Le risque d'activité, non, c'est l'activité de l'entité, de la personne morale. Par contre, personne politiquement exposée, sanctions et presse négative, là vous êtes en plein dedans. Vous allez avoir l'ensemble des remontées de Dow Jones. On travaille avec Dow Jones, en l'occurrence, sur notre solution Equity. Donc là, vous allez avoir l'ensemble des remontées là-dessus. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur est-ce que vous avez la capacité à déterminer dans les chapitres du screening, pays, activité, PEP, sanctions et adverse news, quel item convient ou pas à votre stratégie de compliance. Donc là, vous avez un écran assez sympa qui permet par contre de sélectionner quel type de sanctions, quel type de PEP ou quel type de presse négative vous voulez ou pas prendre dans votre screening. C'est important puisque, je le répète, plus vous ouvrez le champ des possibles sur le screening, plus vous allez avoir, si bien sûr il y a si les personnes physiques que vous avez en liste ont des informations sur ces trois listes, plus vous allez avoir à gérer des éventuels faux positifs. Bon, donc les deux sont bien liés. Être assuré d'identifier les BE proprement, source locale, avec des entreprises de sourcing qui, en fin de compte, ont des procédures vérifiées, vérifiables, avec un cahier des charges. C'est ce que nous impose Adam Bradstreet, par exemple. C'est ce qu'on opère bien sûr chez Altares. Et nos collègues du monde entier font la même chose. Et ensuite, une fois que vous avez tous vos BE et tous vos dirigeants, en fin de compte, est-ce que vous faites des tris, des filtres sur les chapitres du screening vers lesquels vous allez envoyer ces personnes-là. Parce que le risque, c'est d'avoir un nombre important de faux positifs à gérer. Regardez, ce que vous pouvez faire également, vous voyez, on ne voit pas très bien l'écran, mais vous pouvez paramétrer le taux du seuil de détention. Tout à l'heure, je parlais de 25% pour Sapin 2, 10% sur une loi américaine. Donc voilà, vous pouvez aussi le filtrer.
bah, ça c'est important parce que vous allez avoir un nombre de BE qui va correspondre à votre besoin. Inutile de se polluer de BE si c'est votre stratégie qui détienne 0,01%. Aujourd'hui, vous pouvez sélectionner ce pourcentage-là. Et puis, vous pouvez également sélectionner, si vous voulez, au niveau des dirigeants, les principaux ou tous. Là aussi, vous faites un premier filtre. Alors, ça, c'est des décisions que vous devez prendre parce que amasser, je ne pense pas que ce soit très compliqué, avec quelques règles. Il faut bien paramétrer tout ça. Et puis, on voit à l'écran également cet indice de confiance du match, le fusil match. Là, je parle des faux positifs aussi. Jusqu'où vous voulez en termes de confiance. Là, on est sur un 80%, je crois, je ne vois pas très bien. Là aussi, est-ce que vous voulez vraiment avoir l'homonymie parfaite, avec l'orthographe identique ou pas? Voilà, donc c'est très important d'intégrer ce sujet des bénéfices affectifs, les difficultés à l'identifier, les réponses qui peuvent être apportées par des gens comme Altares, évidemment, mais de projeter ces choix-là dans votre démarche de KYC complète, jusqu'au score de compliance. Il y a quelques questions. On me demande si les bénéficiaires effectifs. Alors, je regarde la question. Oui. Oui. Comment on gère les bénéficiaires effectifs les changements de bénéficiaires effectifs. Voilà, excusez-moi. Oui, bah, c'est ce qu'on appelle, c'est tout ce qui est monitoring, tout simplement, les alertes monitoring. C'est-à-dire que là aussi, vous avez un tiers, vous utilisez une plateforme comme celle d'Altares, vous avez 4 bénéficiaires effectifs, vous lancez votre screening, pas de choses alarmantes, pas de faux positifs à gérer, votre score de conformité, il est propre, vous avez votre rapport de conformité, puis bah, qu'est-ce qui se passe après? Bah, s'il y a un changement de BE, alors un changement de taux de détention ou un changement de BE, là vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Et donc là aussi, tout le travail que vous avez fait en amont de bien qualifier un sourcing de BE, va être utilisé pour les nouveaux BE. Alors, on me pose une question. Apparemment, vous avez un petit souci de son. Bon, moi de mon côté, j'ai rien d'indiqué. Ah, parfait, le son fonctionne. Excusez-moi. Voilà, donc voilà sur cette partie honorabilité sur les 3 chapitres du screening et les nombreuses listes de recherche et de sanctions de Dow Jones. Donc là, un texte assez intéressant, puisque c'est un peu comment on fonctionne. C'est les sociétés françaises, donc nous on dispose d'un process de collecte. Évidemment que je vais vous dire qu'il est efficace, mais avec les pièces officielles, les statuts, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Le CIRAN, qui nous permet de faire cela. Sur les sociétés étrangères, on s'adosse avec nos collègues de Dun & Bradstreet et qui a les mêmes exigences en termes de collecte de données, registres nationaux, des campagnes de collecte, ça c'est intéressant aussi, sur les bénéficiaires effectifs. Il reste 4 minutes, mais je vais prendre vos questions. Un petit peu de littérature sur Altares Bradstreet et puis les BE. Bon, des chiffres que vous connaissez certainement, quasiment 5 millions en France, 65 millions dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert, et ça c'est intéressant, qu'en 10 mois, là je crois que c'était l'année dernière, en 10 mois, on a pu en collecter 7 millions. Donc vous voyez, on est toujours en recherche de moyens de collecter des BE. On va avoir des propositions intéressantes à partir des prochains mois, notamment sur des collectes de BE. Et tout ça s'adosse sur des éléments aussi que vous connaissez pour ceux qui nous suivent régulièrement. Il y a un seul chiffre intéressant à retenir sur ce slide, c'est les 30 000 sources de données. Tous ne sont pas dédiés aux bénéficiaires affectifs, je vous le confère, mais en fin de compte, 30 000 sources de données, à un moment donné, on arrive quand même à identifier tous ces BE, même dans des angles risque de solvabilité ou simplement des angles de data management.
les bénéficiaires effectifs, on arrive à les identifier et les intégrer dans nos outils de conformité. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des... Alors, je regardais s'il y avait des questions plus haut. Nina, je vous ai répondu. Il y avait une question de Gérard, j'ai répondu également. Parfait, parfait. Alors, je vois que certains d'entre vous ont des petits problèmes de son sur la fin. Donc, je vous le disais, le webinaire, il est enregistré. Il sera donc transféré aux participants, ainsi que la présentation en PDF. C'est une question aussi que j'ai vu passer de Jérôme. Donc, Jérôme, je vous réponds, vous aurez cette présentation en PDF. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. Merci Olivier de vos félicitations, on les prend avec plaisir. Et puis, bonne journée à tous et puis, eh bien, bon après-midi. Merci à tous.